Bon, bah écoutez, je crois que cette journée arrive à son terme. Je crois qu'on a évoqué vraiment toutes les facettes très riches de la personnalité d'Anatole Abraham, tant sur le plan scientifique que sur le plan humain. Et je voudrais donner le mot de la fin à Nina, qui va nous dire quelques mots, je pense, maintenant. Bon, cette journée est tellement émouvante pour moi. Je n'ai pas de mots et n'ai pas de voix. Je voudrais dire un grand merci à l'administration et aux organisateurs de cette merveilleuse journée. Je vois la gloire de la science mondiale ici. J'imagine comme c'était difficile de réunir vous tous ici aujourd'hui. Grand merci. Je voulais dire aussi un grand merci à tous les participants. J'ai rencontré Anatole il y a 27 ans. J'étais mariée avec lui pendant 16 ans et je pensais que je le connaissais bien. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup sur Anatole ici. Et j'ai compris que beaucoup parmi vous les connaissez mieux que moi. Mais ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, vraiment, sa jeunesse, son enfance n'était pas difficile. Il était heureux en Union soviétique, l'école était très bonne, les professeurs étaient tous formés par l'ancien régime, les contenus des livres étaient un peu bourgeois, qui échappaient aux censures soviétiques. De toute façon, c'était très bien. La seule chose que les enfants des bourgeois, entre guillemets, ne pouvaient pas rester à l'école au-delà de 10 ans, sauf les sujets les plus brillants et plus doués, quoique je ne peux pas comprendre comment à 10 ans on peut décider si un enfant est vraiment très doué. Et sinon, les enfants des bourgeois étaient obligés de faire de faire apprentissage et après, à partir de 14 ans, commencer à travailler. Bien sûr, il y avait une excuse, c'était la guerre de 14-18, après il y avait la révolution, je pense qu'en Chine c'était la même chose après la révolution. Mais comme la mère d'Anatole a fait ses études à Berne, ses études de médecine, elle pensait que jusqu'à 10 ans, c'est un peu maigre comme l'éducation. Et vraiment, une fois entrés à l'école, les enfants étaient recensés et après, il n'y avait pas de moyen d'échapper à ce destin. Par exemple, Vitaly Ginzburg, le prix Nobel de physique, il n'était jamais à l'école. Arkady Migdal, il m'a expliqué qu'il écrivait en russe avec les fautes de grammaire, quoique il avait une mémoire exceptionnelle, il écrivait aussi avec des fautes de grammaire parce qu'il n'était jamais à l'école, justement pour ne pas être obligé de commencer par l'usine. Mon père commençait par l'usine, après il était envoyé à l'université. Bon, en bref, c'était la raison, une des raisons pour lesquelles la famille a décidé de partir à l'étranger. Et comme la mère d'Anatole avait de la famille en France, il décidait d'aller en France. Bon, c'était évoqué aujourd'hui qu'il a fait un écart d'une année. Il commençait par la médecine. Je peux expliquer pourquoi. Il était toujours le premier de la classe, très brillant, mais ça a duré jusqu'au moment quand il est arrivé à Mathelin, il s'est retrouvé avec Laurent Schwartz. Oui. On attendait qu'il y aura la bataille des géants, mais l'un des géants avait les pieds d'argile. C'était Anatole. Il était tellement déçu, il pensait qu'il était nul, et il optait pour la médecine. Et aussi, comme
Claude a dit, il était romantique. Il a lu un livre qui s'appelait Aerosmith. Et le héros principal, c'était un médecin. Et Anatole pensait qu'il s'identifiait avec ce garçon, ce médecin. Mais il était très déçu parce que le milieu, la médecine, je ne sais pas, c'était les étudiants discutaient surtout dans quel quartier il faut exercer, combien ils vont gagner jusqu'après, au début de leur carrière, chez qui il faut faire un stage, etc. Comme ça, à la fin des premières années, il bifurquait sur la physique, à laquelle il n'a jamais renoncé dans son fort intérieur. Bon, c'est tout. J'ai beaucoup entendu aujourd'hui combien les collègues et les élèves d'Anatole ont reçu de sa part. Ses élèves, ses collègues ont été devenus ses amis, et même plus, c'était sa famille. Et je pense qu'il reçu autant de leur part, parce que j'en suis absolument sûre, si c'était eux qui travaillaient avec lui, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait dans la physique. Ça, c'est sûr. Bon, la dernière année était très... je dis Anatole, vraiment, il a dit comme Cadet Roussel qu'il avait 3 maisons. Le COA, l'académie et le collège. Il était très heureux avec ces 3 maisons. Comme il était déçu par l'enseignement à la Sorbonne, il pensait qu'au COA, il faut dispenser les cours d'une façon que tout le monde peut venir, sans trop de problèmes administratifs. Et comme les plateaux de COA, c'était secret parce qu'il y avait des applications militaires, l'accélérateur. L'idée de faire un site sur l'orme de Merisier venait de lui. Et comme ça, vraiment, il y avait un autobus une fois par semaine qui amenait tout ce qu'il voulait faire, assister à son cours, au cours de Jules Horowitz. Et les autres pouvaient venir très librement. Je pense que c'était très bien. La seule chose qu'il n'a pas réussi à faire, c'est avoir une cantine à côté de l'orme, mais maintenant, ça y est, ça existe. Bon. Et je voulais dire merci à tous qui est venu aujourd'hui pour rendre hommage à Anatole. Les dernières années de sa vie étaient très difficiles. Heureusement, ses amis étaient toujours présents, comme ma fille. Sans ça, ça serait encore plus difficile. Je ne peux pas imaginer comment j'aurais pu survivre cette année. Et merci beaucoup à tous. Bien, donc, nous arrivons à la conclusion de cette journée. Donc, je vous remercie tous d'être venus. Je pense que nous avons vraiment pu nous souvenir d'Anatole Abragam dans toutes ses dimensions et que ça a été vraiment très émouvant et très intéressant pour nous tous. Je voudrais terminer en remerciant la Fondation Hugo qui a participé à l'organisation de cette journée, Madame Terrasse Rioux, Madame Sophie Benita du Collège de France qui ont permis à cette journée d'être organisée de façon aussi efficace et aussi agréable. Et donc, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt.